Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec AXA. Sur le sujet des critères extra-financiers que l'on retrouve dans l'épargne salariale, parmi les gestionnaires de fonds représentés ici par AXA, sous la forme d'investissements socialement responsables, sur la base de critères ESG, comme on les appelle. Excusez-moi tous ces acronymes, mais on aura l'occasion d'un peu peut-être de les préciser. Et le lien avec l'intéressement, qui alimente principalement les fonds d'épargne salariale et ces fonds ISR, et un intéressement qui repose de plus en plus également sur des indicateurs ESG, on va dire extra-financiers. Et donc l'idée, c'est de voir un peu le lien dans quelle mesure il y a un lien quelque part vertueux dans l'absolu entre les deux, et comment ça se développe. On est dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale. Je vous ai mis le lien dans le chat, dont AXA est partenaire. AXA, vous pouvez retrouver un certain nombre de vidéos d'ailleurs pédagogiques d'AXA qui expliquent justement les fondements de l'épargne salariale et un peu l'explication sur un peu tout ce que ça recouvre. Et donc, on est dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale. Et par ailleurs, on est également, c'est en ce moment, au moment où je vous parle, c'est les élections TPE. Et un des enjeux du sujet qui nous concerne ce matin, c'est de voir dans quelle mesure l'intéressement doit de plus en plus concerner les PME et les TPE, et dans quelle mesure c'est pas simplement le fait de mettre en place un accord d'intéressement dans une PME, mais c'est ensuite que potentiellement cet intéressement alimente aussi des fonds ISR. Et le lien n'est pas évident forcément, et on abordera dans cette matinée d'1h30 la difficulté à adresser le marché des TPE et des PME et tous les enjeux que ça recouvre. Donc quelque part, dans ce direct, on joue sur deux tableaux. On est dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale, mais on est également dans le cadre des élections TPE et les enjeux que ça représente. Les TPE, c'est 20% des salariés, c'est 2 millions d'entreprises. C'est un enjeu considérable et sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Donc, merci à AXA, à Caroline van der Puij. Donc, tu es donc en charge du développement commercial de toute l'épargne salariale et de l'offre retraite d'AXA, Caroline. Sophie Mandelbaum, tu es également responsable des relations extérieures et des relations avec les partenaires sociaux d'AXA, Sophie. Anne Stévenot, vous êtes professeur de gestion à l'université de Lorraine, c'est bien ça, et vous êtes vraiment particulièrement pointu sur toutes les questions d'épargne salariale et d'intéressement. Philippe Vigneron, vous êtes membre du comité intersyndical de l'épargne salariale, CIES, en tant que CFDT. Et Frédéric Juscot, tu es donc représentant et négociataire EFO pour la branche télécom, et tu nous parleras un peu de la problématique des TPE. Donc on va y aller un peu en entonnoir sur cette matinée, dans la mesure où on va commencer par parler on va dire, de la partie ISR, ce que ça représente et comment AXA l'appréhende, cette gestion ISR dans le cadre de ces fonds, et on ira de plus en plus faire le lien avec intéressement dans les entreprises et les liens entre les deux et comment ça s'alimente et sur la base de quels critères. Donc avant de te passer la parole, Caroline, Sophie, peut-être un petit mot sur pourquoi AXA est là ce matin sur un sujet tel que celui-ci, et je te laisse là-dessus, Sophie. Allô? Hop. Sophie. J'espère que vous m'entendez. On t'entend pas très bien. Vous m'entendez parce qu'il y a un écho un peu étrange. Ça y est, je crois que c'est stabilisé. Là, vous m'entendez bien ou pas? Non? Si, on vous entend. Alors, écoutez, je suppose que vous m'entendez, et c'était juste un mot, je pense que Rodolphe a tout dit dans l'introduction. Juste dire pourquoi c'était très important pour moi d'organiser cette rencontre aujourd'hui. C'est la semaine de l'épargne salariale, et l'épargne salariale, c'est quand même
le sujet sur lequel, de manière très étonnante, à l'origine, c'était le seul sujet sur lequel, dans le domaine du dialogue social, sur lequel l'employeur pouvait passer de façon unilatérale ou en négociant avec les syndicats ou de façon totalement dérogatoire avec le comité d'entreprise, voire même en référendum direct avec les salariés. Donc ce sont des formes de dialogue qui aujourd'hui existent pour d'autres sujets, mais c'était quand même déjà un placement un peu surprenant, un peu original dans l'histoire du droit du travail. Voilà, donc je pensais que c'était intéressant aujourd'hui de remettre le sujet de l'épargne salariale dans le dialogue social pour voir comment il intègre ce sujet et comment il s'organise autour. Voilà. Je réactive mon micro. Excusez-moi. Sophie, on t'a entendu. Alors, Caroline. Alors, donc tu es en charge du développement donc de l'offre épargne et retraite chez AXA. Alors, alors c'est historique chez AXA le fait de votre position d'assureur. Si tu peux peut-être te rappeler pourquoi, qu'est-ce qui vous amène à gérer des fonds, hein, et comment, par extension, vos propres fonds en premier lieu, historiquement, et désormais avec la même approche long terme sur des fonds ISR, et avec quelle méthodologie pour intégrer des indicateurs ESG, Caroline? Oui, bonjour à tous. Merci Rodolphe. Donc effectivement, nous, en tant qu'assureurs, on doit faire des placements de long terme. En fait, ces placements, on les fait pour faire face à nos engagements dans le futur. Donc, pour ça, déjà pour compte propre, on est ce qu'on appelle un investisseur institutionnel. Ça veut dire qu'on place beaucoup d'argent sur les marchés financiers. Et donc, on a la conviction que la gestion responsable est porteuse à la fois de valeurs et aussi que ça nous aide à faire évoluer la société comme on le souhaite. Alors, juste peut-être, on utilise beaucoup d'acronymes. Moi, je vais redéfinir ISR, c'est investissement socialement responsable. Et puis, les critères ESG, c'est des critères à la fois environnementaux pour le E, sociaux pour le S et de gouvernance pour le G. Donc, nous, on a effectivement la ferme conviction que cet investissement responsable peut délivrer de la performance durable. Et donc, on a développé des modèles pour notre propre compte depuis plus de 20 ans, hein, et qu'on met maintenant à disposition, enfin maintenant, qu'on met aussi depuis très longtemps, aussi à disposition de nos clients. Donc, on a un centre de recherche sur ce sujet-là. Et on gère aujourd'hui à peu près 550 milliards d'actifs qui intègrent ce genre de critères. Et puis, on a une trentaine de fonds qui ont le label de l'État français ISR. Donc voilà, c'est pour nous à la fois une démarche pour compte propre et qu'on a développé ensuite pour nos clients. Tu n'as pas ton micro. Excusez-moi, avec des secrets de fabrication, parce que il y a a priori, enfin vraiment, vous avez développé un algorithme, enfin bon voilà, c'est vraiment le secret de fabrication du fait comment vous moulinez ces différents indicateurs pour ensuite noter, évaluer et puis optimiser la performance de vos fonds, hein, c'est bien ça. Oui, alors effectivement, il y a vraiment des tas de critères qui rentrent en compte. Donc, c'est une espèce d'énorme matrice qu'on regarde. En fait, ce qui est important aussi, c'est que nous, on a l'occasion de rencontrer régulièrement les directions et les chefs d'entreprise des sociétés dans lesquelles on investit. Il se trouve qu'effectivement, au fil du temps, on a aussi beaucoup intégré les critères sociaux. Et de plus en plus, on a des liens de proximité aussi avec les DRH de ces entreprises pour bien voir quelles sont l'évolution sur certains paramètres. Alors, on tient compte de beaucoup de choses, hein. Ça peut être la précarité, c'est les accidents du travail. Enfin, il y a énormément, justement, les accords mis en place dans l'entreprise. Voilà, tout ça fait partie des choses
qui compte pour nous dans la notation finale. Alors après, je ne vais pas effectivement rentrer dans tout le scoring qui est fait, mais dans la notation finale qu'on va donner aux entreprises dans lesquelles on investit. Et encore une fois, on ne fait pas un investissement pour 3 mois, ni pour 3 ans. On est sur une logique de long terme, d'accompagnement de ces sociétés, d'accompagnement de leur croissance aussi, puisque du coup, ça aide à financer leurs projets sur une base de long terme. Merci Caroline. Alors, il y a quelqu'un un intervenant que j'ai oublié de présenter, c'est Joseph Taillefet, qui est le secrétaire général de Plast Alliance, qui représente les entreprises de la plasturgie. Et donc, Caroline, la question, c'est l'occasion de redonner la main en tant que gestionnaire de fonds. Par exemple, une entreprise de la plasturgie serait-elle par défaut exclue, comme elle l'est une entreprise qui ferait du charbon ou sur le tabac ou sur le sexe, ou là, par défaut, il y a une logique d'exclusion, mais par la plasturgie, dans un contexte de plastic bashing, est-ce qu'elle est exclue? Alors c'est une bonne question qui, comme toujours, c'est jamais ou tout blanc ou tout noir, évidemment. D'abord, je dirais, c'est pas le plastique, mais c'est les plastiques. Je pense que Joseph ne me contredira pas. Et puis, on a 2 problématiques finalement qu'on regarde avec beaucoup d'attention. C'est d'abord le côté recyclage, comment est-ce qu'on est dans une économie circulaire et comment on peut tendre vers des plastiques qui se recyclent. Mais on a aussi une deuxième problématique qui est la dégradation et le temps de dégradation de ces plastiques dans la nature, par exemple. Alors, c'est vrai que on va regarder quelles sont les chaînes de recyclage qui sont mises en place. Parfois, on peut avoir, alors sans rentrer dans la technique, mais des polymères qui sont à base d'éléments naturels comme de la canne à sucre, ce qui fait qu'ils se dégradent plus facilement de manière naturelle dans l'environnement. Et donc, pour nous, ce sera toujours un plus d'être sur ce genre de plastique que d'autres. Alors, c'est sûr que si on parle d'emballage jetable, utilisable une seule fois, pour nous, côté ISR, c'est sûr que ça va être pénalisé. En revanche, on utilise aussi beaucoup de plastique dans des grosses industries comme l'automobile ou l'aéronautique, où là, on a vraiment des filières de recyclage très installées. Et donc là, pour nous, il n'y aura pas du tout de pénalisation, bien au contraire, puisque ça allège les véhicules et que quelque part, ça aide du coup à consommer moins de carburant. Donc, encore une fois, la réponse, elle n'est jamais totalement simple, et puis on regarde de très près, puisqu'il y a des différences énormes entre les plastiques, je dirais. Entendu. Alors, vos fonds, les fonds que vous gérez, tu m'expliquais, moi j'ai découvert, moi aussi je découvre un déficit de culture financière et en tant que gestionnaire de fonds, vous avez des indices, vous avez des benchmarks sur lesquels vous vous évaluez par rapport à la concurrence et par la performance de vos fonds. Et dans quelle mesure les indicateurs extra-financiers que vous prenez en compte permettent ou non de dépasser l'indice et d'être plus performant, de faire la différence quelque part? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quand on crée un fonds, on lui donne un indice pour nous permettre, surtout pour permettre à nos clients de voir et d'évaluer notre gestion, et puis nous aussi nous donner un peu des lignes directrices de ce que doit représenter le fonds. Donc, nous, effectivement, on est convaincus que l'ajout de critères extra-financiers qui viennent en plus des critères financiers, je veux dire, on commence toujours par sélectionner sur un critère financier auquel on ajoute des critères extra-financiers, ce qui nous permet de réduire un peu le spectre des entreprises dans lesquelles on investit. Et puis, en fait, ça renforce notre analyse qu'on peut faire des entreprises, ces critères. On les connaît mieux, on comprend mieux leur stratégie. Et ça nous donne vraiment un élément supplémentaire dans la sélection des titres. Et il se trouve que ce n'est pas au détriment de la performance, bien au contraire. Et on l'a vu cette année, l'année dernière, en 2020. Je veux dire, les fonds qui étaient à dominante ISR ont bien mieux résisté que ceux qui n'avaient pas ces critères-là. D'accord. Très bien. Et par ailleurs, donc dans ce cadre-là, est-ce que, vu que ce matin on fait le lien entre épargne salariale et les fonds ISR et l'intéressement, dans quelle mesure, par exemple, vous prenez en compte dans vos évaluations le fait que l'entreprise ait ou non un accord d'intéressement et de l'épargne salariale, un dispositif d'épargne salariale? Est-ce que ça, c'est un critère que vous appréhendez?
Oui, alors c'est un critère comme tous les accords en place, hein. En fait, pour nous, c'est important de regarder de près la politique sociale de l'entreprise dans laquelle on investit. Donc, l'intéressement, la participation en font partie, mais on va au-delà, on va aussi regarder ce qui est fait en matière de santé, de prévoyance, de retraite. Enfin, voilà, ça fait partie des critères qu'on regarde de près. Entendu. Alors, j'en profite pour. N'hésitez pas, il y a déjà des questions qui sont posées. N'hésitez pas à y aller, à rebondir et on prendra ça en compte. Alors, il y a des problèmes de connexion pour certains. Là, certaines personnes ont relancé le live et c'est reparti a priori. Donc, je vous invite à faire ça. Voilà. Voilà. Caroline, il y a une petite question que je voulais te poser également, c'est vos relations avec, dans quelle mesure vous avez un moyen aussi de, pas de pression, enfin tirer, on va dire, vers le haut, du fait de votre présence en tant qu'actionnaire et les droits que vous avez au moment des assemblées générales et ce que vous êtes susceptible de faire à ce moment-là. Alors, votre capacité à peser. Ouais. Oui, j'imagine, Rodolphe, que tu veux parler de notre positionnement en Assemblée générale. Alors, tout à fait. Que, déjà, on a beaucoup de droits de vote en tant qu'investisseur institutionnel, donc pour nous, et puis aussi pour les fonds qu'on a pour nos clients. Donc, vraiment, la politique d'AXA Investment Manager est d'exercer systématiquement ces droits de vote. Donc, ça veut dire qu'on va regarder de manière très précise donc, les résolutions qui sont portées aux assemblées générales des actionnaires et on va peser, puisqu'on représente beaucoup de droits de vote en général, on va peser sur les votes et il faut qu'ils soient conformes écoutez, à nos convictions et à l'engagement qu'on souhaite que les entreprises prennent sur le sujet. Donc, une politique très volontariste et systématique de vote. D'accord. Caroline, je te relais une question de la salle qui demande de Stéphane, qui dit pour les indicateurs pris en compte dans les algos, vous prenez les indicateurs des entreprises ou vous faites vos enquêtes et recréez vos propres banques d'indicateurs, point d'interrogation. Alors, tout le sujet des données est crucial, effectivement, en la matière. Alors, on a les données qui proviennent des entreprises, parce que beaucoup publient un certain nombre d'indicateurs. On a des données aussi qui proviennent d'agences de notation spécialisées dans la matière. Et on se crée aussi notre propre base de données parce qu'effectivement, les entreprises, on les suit depuis des années. Donc, on s'est aussi constitué nos propres bases. Donc, j'allais dire, on mouline un peu tout ça, mais c'est sûr qu'on utilise aussi des indicateurs externes, en fait. Entendu. Il y a une autre question que j'en profite, c'est de Pascal qui dit que la part des critères extra-financiers ESG en pourcentage par rapport à la part en pourcentage des investissements dans les entreprises solidaires. Alors, la part des investissements dans les entreprises responsables, peut-être on peut se focaliser sur l'épargne salariale. Oui. Alors, j'avais un chiffre, je crois, qui vient de la DARES. Aujourd'hui, on doit être à… Je cherche le chiffre, excusez-moi. Je ne l'ai plus en tête, mais on doit être à 60%, quelque chose comme ça. Entendu. On tient compte de ces critères. D'accord, ok. Mais, et la part des critères extra-financiers dans votre évaluation, quelle est-elle globalement ? Elle est vraiment très pesante. C'est pareil, c'est plus de la moitié en fait. D'accord, ok, très bien. Entendu. Merci Caroline, tu réinterviens quand tu veux au fil de nos échanges. Et je passe la parole à Philippe Vigneron. Donc Philippe, vous êtes donc membre du comité intersyndical de l'épargne salariale, représentant CFDT. Et vous êtes amené à échanger régulièrement avec les sociétés de gestion, dont AXA, et pas simplement AXA. Et c'est quoi votre niveau d'échange ? Parce que Caroline en parlait dans les sources d'information. La source syndicale, c'en est une. Quand il y a controverse, etc., je pense qu'il y a matière, en sonnant à la porte des syndicats, à récupérer des informations pour étayer l'analyse des fonds. Philippe. Oui, tout à fait. Le premier niveau, en fait, le CIES a été créé en 2002, donc c'est un vieux label qui était déjà très en avance.
Et l'objectif, c'est de lancer, on a lancé au début d'année un cahier des charges pour le nouveau label, il est renouvelé. Et dans ce cadre-là, il y a toute une série d'exigences posées par le comité intersyndical de l'épargne salariale et qui est envoyée aux sociétés de gestion, qu'elles soient labellisées ou non encore labellisées. Et c'est dans ce cadre-là qu'un dialogue peut s'opérer avec elles, puisqu'on va expliquer nos exigences, qu'elles soient environnementales, mais également sociales. C'est ce qui fait aussi la différence de ce label, pour essayer de leur faire comprendre quelles sont nos attentes. Et en face, l'échange, le dialogue permet de leur côté de produire une offre intéressante pour les salariés. Entendu. OK. Et donc, vous l'avez abordé, donc vous avez renouvelé c'est fait, le renouvellement du label, c'est fait ou c'est en cours? Non, la fin de l'appel d'offres aura lieu le 31 mars. D'accord. Et à partir de ce moment-là, on va voir quelles sont les propositions des sociétés de gestion de fonds. Et on peut espérer que d'ici le mois de mai-juin, on finira par avoir la série de labels, de sociétés labellisées. On peut estimer à l'heure actuelle à 100 fonds d'épargne qui sont labellisés par le CIES. Entendu. Alors, vous m'expliquez que c'était plus difficile parce que le label, il est historiquement, il est social. Vous avez intégré du vert, hein, la partie environnementale, bien entendu. Toujours est-il, vous m'expliquez qu'il était plus facile. Un label, ça sous-entend un effort de normalisation. Il était plus facile de normaliser par rapport aux contraintes, les normes environnementales que sur le social, où là, il y avait un problème d'harmonisation et de normalisation sociale, et c'était le principal frein que vous aviez sur le côté social. C'était bien ça? Oui, c'est ça. En fait, vous avez de nombreux labels désormais qui se sont développés, des labels environnementaux. On s'accorde à peu près sur les critères environnementaux. Après, il est très difficile de comparer, puisqu'un fonds ne sera jamais strictement national. Quand il peut y avoir des entreprises de tout pays. Généralement, nous, on préfère on préfère rester sur la zone Europe, mais vous avez également des fonds qui sont internationaux. Après, il est très difficile d'aller comparer une entreprise américaine avec les pratiques d'une entreprise allemande, et même au sein de l'Europe, on n'a pas de critères sociaux qui puissent permettre une comparaison des pratiques sociales d'une entreprise. Après, les choses avancent. L'Europe est en train de travailler sur le sujet. Il y a déjà une taxonomie verte qui est en cours de finalisation, et on peut espérer également une taxonomie sociale qui permettra de s'entendre sur les critères qui permettent de qualifier une entreprise de sociale et de responsable. Parce que, non, enfin là, je fais un petit aparté, mais dans quelle mesure, après, le risque, entre guillemets, c'est de voir les indicateurs environnementaux prendre le pas sur les indicateurs sociaux parce qu'ils sont plus facilement manipulables. Non, il n'y a pas un petit risque là-dessus? Non, parce qu'en fait, l'objectif, justement, dans le cadre d'un label comme le CIES, c'est qu'on est à côté aussi, on montre nos exigences. Et on va travailler dans ce cas-là avec les sociétés de gestion de fonds pour examiner leur offre, etc. Mais c'est vrai on aura tendance actuellement, il y a un grand nombre de fonds labellisés verts, et vous avez moins de fonds qui sont strictement sociaux, parce que c'est plus difficile. Et ça demande un travail, on va dire, sur mesure de la part des sociétés de gestion. D'accord. Et quel est le rôle Caroline parlait de controverse, quel est le rôle des syndicats là-dessus? Enfin, quand une entreprise est en défaut par rapport à ses engagements ESG, le rôle en termes de lanceur d'alerte, quelque part, des représentants syndicaux dans les entreprises? Là, ça va être le rôle des représentants syndicaux dans les conseils d'administration, et puis également dans les CSE, à tous les niveaux de l'entreprise. Si une organisation syndicale fonctionne bien, il y a une remontée d'informations, un partage d'informations qui va permettre d'alerter sur des pratiques sujettes à controverse. Et ça permet, si le partage de l'information est bien mené, ça peut remonter justement jusqu'au CIES. On n'a jamais délabellisé des fonds. Ça n'a jamais eu lieu, mais en cas de doute, il y aura dialogue. C'est l'objectif, c'est toujours d'être dans une démarche de dialogue. Il y aura dialogue avec les sociétés de gestion pour pointer telle ou telle, ou poser une alerte sur telle ou telle pratique d'une entreprise donnée. D'accord, très bien. Philippe, il y a une question dans la salle, je ne sais pas si... Je ne connais pas. Alors, le label Griffin,
Greenfin. Griffin, ouais. Pourquoi il se développe pas plus? C'est ça la question globalement Oui, qui est posée. je me permets Ouais, allez-y, d'intervenir vas-y, du Caroline. coup, parce que donc c'est le label Greenfin, qui est vraiment un label qui est centré sur la transition verte. Et donc, effectivement, nous, on a 2 fonds labellisés. C'est vrai qu'on ne peut pas en développer tellement plus parce que c'est aussi un problème d'offres et de sociétés dans lesquelles on investit. Ça concerne plutôt donc des obligations qui sont émises voilà, dans ce domaine-là. Donc, il n'y en a pas pléthore hein, et on se bat un peu tous pour les acheter parce qu'effectivement, on est tous bien sensibles au sujet. Donc, en fait, on en a créé 2, ce qui nous permet de proposer cette offre aussi à nos clients. Mais voilà, on n'a pas tant de ça, d'entreprises ou d'émissions qui respectent strictement ce critère. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus 56 fonds labellisés, c'est pas énorme non plus, D'accord, globalement. On en a beaucoup plus sur l'ISR, par exemple. entendu. Entendu, Caroline. Philippe, je vous repasse la parole sur le côté. Enfin, vous venez de la banque. Vous, dans les grandes entreprises, la question de l'intéressement de l'épargne salariale, c'est des choses qui sont instaurées, qui font partie de quelque part du paysage social et du socle social de ces entreprises-là. Donc, le sujet, voilà, il est installé. Par contre, la problématique est autrement différente pour adresser les PME, TPE, et c'est tout le sens de la loi Pacte, etc., des incantations pour développer l'épargne salariale et les formes et les dispositifs de rémunération globale, et notamment avec de l'intéressement pour compléter la salaire direct dans les PME, TPE. Philippe, comment les moyens pour vous en tant qu'organisation syndicale parce que vous êtes un relais, vous êtes un prescripteur de quelque part de ce sujet-là, qu'est-ce qui ferait que ça déclique et que ça puisse être apporté par les militants sur le terrain dans les plus petites entreprises? Alors oui, actuellement, en gros, on peut estimer à 1/4 des salariés des entreprises de moins de 50 qui bénéficieraient d'un dispositif épargne salariale. La difficulté, en fait, c'est que il faut expliquer en fait aux salariés que c'est un moyen d'épargner, qu'ils aient des petits ou des gros salaires. La force, en fait, les équipes militantes doivent pousser ce type de négociation en montrant qu'avec un abonnement de l'entreprise, par exemple, ça va permettre à tous les niveaux de salaire d'épargner un petit peu. Le but, surtout, c'est de ne pas confondre le salaire avec une prime d'intéressement ou de participation, parce qu'elles ne sont pas du tout, elles ne donnent pas lieu à des cotisations. Donc, pour la retraite, ça n'aura aucun effet. Donc, une prime d'épargne salariale n'est pas un salaire. Une fois qu'on sait ça, on peut expliquer aux salariés que oui, ils peuvent épargner et en plus donner du sens à leur épargne. Ça, c'est le deuxième aspect. Il y a deux axes. Pouvoir épargner, même si on a un petit salaire, grâce à l'abondement, et ensuite épargner de manière responsable. Et je pense que les choses pourront évoluer quand on expliquera aux gens que oui, c'est leur argent et qu'en plus, leur argent peut servir à la société, peut servir au développement d'entreprises qui sont soucieuses de l'environnement ou qui ont des pratiques sociales intéressantes. Entendu. Mais là, on est au tout début du chemin. Enfin, la marche est haute pour adresser vraiment, pour toucher ce marché. On est d'accord. Ah oui, on a encore du travail à faire, mais ça, c'est le rôle justement d'une organisation syndicale à tous les niveaux de l'organisation. Et ce sujet est intéressant pour l'épargne salariale. Tout de suite, je vais vous parler de taxonomie sociale européenne. Et puis aussi, je pourrais vous parler des pratiques syndicales dans une TPE ou une PME, où également, en tant qu'organisation, on accompagne les personnes qui souhaitent engager une négociation et on va leur expliquer comment également on peut pousser au choix des fonds en faisant appel aux fonds labellisés par le CIES. Ok, voilà. Très bien. Merci Philippe. Alors j'ai répondu, alors je ne sais pas si j'ai répondu de façon, parce qu'il y a une question sur le nombre de fonds labellisés par le CIES, j'ai dit 100, j'ai cru, c'est bien ça? Pardon?
Le nombre de fonds labellisés par le CIES. Ah, autant pour moi. Moi, j'ai oui, dit 100. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. OK, très bien. Merci, Philippe. Sophie, donc tu es en charge des relations avec les partenaires pour AXA Collective. Quand on préparait l'entretien, tu m'expliquais dans quelle mesure il y avait un défaut de perception des salariés des dispositifs d'épargne salariale d'intéressement. Il y avait quand même un sentiment assez partagé que c'était des dispositifs uniquement à la main de l'employeur. Et d'ailleurs, tu l'as dit en introduction, la capacité de décision unilatérale hein, sur des sujets comme ça, et qu'ils ne voyaient pas la place des syndicats là-dedans. Pour autant, Philippe l'a bien illustré, et les syndicats ont une place là-dedans. Et Sophie, je te laisse rebondir sur ça en activant ton micro. J'espère qu'on... Sophie ? Sophie. Là, Sophie. Écoutez, on va adapter, hein, puisque j'ai l'impression qu'on a quand même des petits problèmes de connexion ce matin. Enfin, Sophie. Bon, il y a vraiment un problème de débit avec Sophie, donc Sophie reviendra, il n'y a aucun problème. Donc Anne, Sophie redira bien mieux que moi le besoin d'affirmer la légitimité des syndicats à rentrer dans ces sujets-là, qui sont légitimes et que c'est pas simplement et que le déficit de culture financière qu'on a en France peut-être qui explique un peu aussi cela. Mais Sophie, j'espère, va nous rejoindre et pourra développer ça bien mieux que moi. Anne Stévenot, donc vous êtes professeur en sciences de gestion à l'université de Nancy et donc vous développez, vous creusez le sujet des dispositifs d'épargne salariale, d'intéressement et tout ce que ça sous-entend et tout ce que ça amène et tout ce que ça conditionne. Et quelle est votre analyse sur le fait que les freins au développement de ces formules-là dans les PME et les TPE, alors qu'on a quand même une loi Pacte qui fait en sorte, on a un ensemble de dispositifs entre guillemets légèrement incantatoires pour développer ça. Et qu'est-ce qui fait que ça c'est plus compliqué que voilà, c'est pas si simple. Voilà. Alors j'avais une petite diapositive, Rodolphe, pour effectivement illustrer ce point parce que elle me semble très parlante sur cette question de l'inégalité de la diffusion de l'épargne salariale entre les petites, moyennes et grandes entreprises. Donc c'est un graphique qui est produit par la DARES. Donc ça c'est le dernier graphique de fin 2018. Qui présente les différents dispositifs d'épargne salariale, donc de partage des profits déjà, participation, intéressement, et puis les plans d'épargne, PE, PERCO. Donc, en fonction de la taille des entreprises, vous avez indiqué le pourcentage de salariés concernés. Et donc, évidemment, ce graphique est très clair et met bien en évidence qu'il y a une inégalité de la diffusion de l'épargne salariale selon les tailles d'entreprise, que les grandes entreprises ont développé tous les dispositifs. Donc, on a à la fois de la participation aux bénéfices, on a de l'intéressement aux résultats, aux objectifs, on a du plan d'épargne, on a du PERCO, PERCOL maintenant, alors que vous voyez, dans les entreprises plus petites, eh bien, on a moins de dispositifs ou parfois un dispositif parmi tout l'arsenal. Et évidemment, vous voyez aussi qu'il y a un effet seuil à 50 salariés, sans surprise, c'est le seuil de la participation légale. Donc, c'est le seuil au-delà duquel les entreprises bénéficiaires sont obligées de mettre en place de la participation aux bénéfices. Et évidemment, vous voyez qu'en dessous donc de 50 salariés, en dessous de ce seuil légal, elles sont beaucoup moins nombreuses à développer ces dispositifs et les salariés beaucoup moins nombreux à profiter de l'épargne salariale. Alors, vous remarquez aussi que quand elles ont le choix, les entreprises, donc en dessous de 50 salariés, c'est le plan d'épargne qu'elles vont privilégier, en rose sur le graphique, puis ensuite l'intéressement. Et pas forcément la participation, qui pourtant, au-delà de 50 salariés, mais c'est l'obligation légale qui veut ça, qui est le dispositif le plus développé.
Donc voilà pour cet aperçu d'ensemble qui montre bien des différences de diffusion, de répartition et de pratique aussi en matière d'épargne salariale. Alors, pourquoi cette inégalité persistante entre petites et grandes entreprises? Parce que c'est un sujet qui est persistant, qui est récurrent. Ça fait longtemps que les pouvoirs publics essayent de diffuser l'épargne salariale dans les petites structures. Moi, j'ai commencé à travailler sur le sujet au début des années 2000, c'était la loi Fabius à l'époque, et déjà, il y avait des dispositifs, extensions aux mandataires sociaux et ce genre de choses pour les petites entreprises qui étaient mis en place avec l'idée, il faut que ça se diffuse, il faut rétablir cette forme d'inégalité entre petites et grandes structures. Alors, bien sûr, l'argument qui est souvent avancé pour expliquer que les petites entreprises ne s'emparent pas de ces outils de gestion des ressources humaines, d'abord, c'est la complexité. C'est la complexité apparente, c'est le manque de temps, le manque de personnes compétentes ou spécialisées en gestion des ressources humaines, notamment sur ces questions. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément les ressources spécialisées sur ces questions. C'est vrai que ça peut paraître compliqué à première vue, mais il y a eu quand même de gros efforts, notamment ces dernières années, pour simplifier ces dispositifs, pour permettre aussi aux entreprises, aux petites entreprises, d'adopter et de profiter de dispositifs qui vont être négociés à un niveau supérieur. Par exemple, il y a eu les plans d'épargne interentreprises au début des années 2000 qui ont été possibles, qui permettent aux petites structures d'adhérer, comme son nom l'indique, à des plans interentreprises. Donc, c'est une économie en termes de frais de gestion, c'est faciliter l'accès. Alors, ça peut être au niveau d'un territoire, au niveau d'une branche. Il y a eu également ces dernières années le rôle de la branche qui a été largement réaffirmé avec des accords clés en main, avec des négociations au niveau de la branche qui sont possibles et notamment pour intégrer, ça pacte le prévoit, des critères RSE dans les accords d'intéressement. Donc avec l'idée que les petites entreprises, même si elles n'ont pas la possibilité, la volonté ou le temps de négocier l'intéressement en interne, elles peuvent s'appuyer sur ce que fait la branche. Donc, il y a eu quand même des efforts pour simplifier les choses et d'un point de vue administratif aussi, je ne vais pas tout détailler, mais il y a eu des efforts. Donc, je ne pense pas que ce soit le véritable argument, on va dire, ou la véritable cause. Je pense que d'une manière générale, mettre en place la participation financière, l'épargne salariale, ça demande une vraie vision d'entreprise et même au-delà, une vraie vision en matière de relations sociales, en matière de gestion des ressources humaines et de relations avec les représentants des salariés quand il en existe, parce que c'est vrai que dans les petites structures, ça fait, c'est aussi un problème ou un défaut. Le dialogue social n'existe pas toujours. Et c'est vraiment cette vision-là qui va être importante pour les entreprises et les petites entreprises, décider ou non de mettre en place de l'épargne salariale. Parce qu'elles se posent la question, et les dirigeants de ces entreprises se posent souvent la question, pourquoi est-ce que je mettrais en place la participation financière ? C'est la question de la participation des salariés. C'est pas évident dans toutes les petites structures. C'est la question de qu'est-ce que ça va me rapporter ou nous rapporter, même collectivement, à moi, aux salariés, en tant que dirigeant d'entreprise, de petites structures. Quel coût ça peut avoir ? Donc, il y a des tas de questions qui se posent. Alors, bien sûr, ces entreprises peuvent être accompagnées, que ce soit par les gestionnaires de fonds, par leurs experts comptables, par différentes structures. Il y a des accompagnements qui sont possibles, mais c'est vrai qu'il y a toutes ces questions qui se posent. Et après, si on poursuit à la question de plus précisément de l'intéressement, alors l'intéressement va nécessiter de se poser la question des indicateurs qu'on va retenir. Et la question des indicateurs, elle n'est pas facile. C'est du management par objectif collectif, certes, mais il faut trouver les bons indicateurs, le bon niveau de difficulté, parce que si c'est trop difficile, ça ne va pas être suivi. Si ça l'est pas assez, ça va plus jouer son rôle. Donc, il y a la question du choix des indicateurs. Il peut y avoir des effets pervers autour des indicateurs. On prend souvent l'exemple, s'agissant de critères sociaux QVT qu'on peut intégrer effectivement dans l'accord d'intéressement des accidents du travail.
les accidents du travail, vous mettez un indicateur accident du travail, qu'est-ce qu'on a pu observer dans certains cas? Qu'il y avait un jeu autour de l'indicateur et que du coup, ça n'incitait plus à déclarer certains accidents du travail pour améliorer l'indicateur. Bon, des exemples comme ça, il y en a plein, mais c'est vrai que ça pose la question des indicateurs et donc notamment pour les petites structures qui n'ont pas toujours le temps ou qui ont un peu peur par rapport à ça, ça peut poser problème, ça peut être un frein. Alors, oui. Oui, je vous laisse, allez-y. Oui, alors mais après, je vous laisserai me poser des questions, rebondir sur certains points peut-être, mais ça, c'était pour l'intéressement, la participation, l'intéressement en particulier avec la question des indicateurs, parce que, alors là, pour le coup, je prends vraiment aussi la casquette de l'universitaire et des travaux de recherche qui ont été menés sur le sujet. Il y a un lien qui a été montré entre intéressement et performance économique ou sociale, comportement des salariés. Et un lien d'autant plus fort que les indicateurs qui sont retenus sont proches du travail des salariés, qu'ils les comprennent et qu'ils savent les intégrer, on va dire, dans leur pratique de travail au quotidien, ce qui est assez logique, ce qui est assez attendu, mais ça a été montré. Et donc, du coup, il y a un vrai enjeu à définir les bons indicateurs, hein. Et ça, c'est un vrai travail, c'est un vrai travail de réflexion à faire. Et c'est un travail de réflexion qui demande aussi la participation des salariés, des représentants des salariés. Donc, mettre en place de la participation financière, c'est accepter aussi de discuter sur les facteurs clés de performance de l'entreprise, alors qu'ils soient économiques ou sociaux, hein, d'ailleurs, et réfléchir ensemble à ces éléments-là. Donc, il faut être dans cette démarche très volontaire de négociation, de participation, de coopération, hein, voire de codétermination, si on va un petit peu plus loin. Et puis, alors peut-être sur juste la question du plan d'épargne, qui est privilégié par les petites structures, comme on l'a vu dans le graphique quand elles ont le choix. Alors, l'épargne salariale, et ça, Philippe en parlait tout à l'heure, hein, à proprement parler, c'est-à-dire plan d'épargne, politique d'abondement, ça peut être un vrai outil, un vrai levier pour les petites entreprises qui n'ont pas toujours la possibilité de verser des salaires de base importants, hein, ou par rapport notamment à ce que peuvent faire les plus grandes entreprises sur un secteur. Et à ce moment-là, l'épargne salariale peut être un vrai outil, ça aussi on l'a étudié, de complément de rémunération. Encore une fois, ça ne se substitue pas au salaire, mais de complément de rémunération fiscalement intéressant, avantageux, avec l'abondement de l'entreprise, qui permet d'attirer et de fidéliser les salariés, et en particulier les salariés hautement qualifiés, cadres, quand il y a parfois des tensions sur le marché du travail. Ça, certaines PME l'ont compris et le font, et ça renvoie à cette idée de stratégie et de vision que l'entreprise doit avoir, et la petite entreprise aussi, ou la moyenne entreprise, pour s'engager dans cette démarche. Entendu. Caroline, c'est intéressant. Enfin, vous dites impliquer les parties prenantes, dont les représentants des salariés dans une PME, mais dans une TPE où il n'y a pas de représentants des salariés, c'est directement avec les salariés et on parle même pas de négo. C'est simplement une approche naturelle d'en parler avec les salariés ça peut être ça aussi pour y arriver. Oui, tout à fait. Ça peut se faire de manière beaucoup plus informelle, hein, dans les petites structures, ça c'est clair. Mais alors, il y a un autre problème quand même qui est, et on en a parlé finalement depuis le début, on l'évoque, qui est la compréhension des dispositifs par les uns et les autres. C'est vraiment pas simple pour les salariés de comprendre ce qu'est l'épargne salariale. Il faut vraiment un effort de pédagogie, d'explication, de sensibilisation. Donc, à la fois, c'est intéressant parce que ça amène à parler de choses fondamentales. Comment se crée le profit, comment se crée la croissance, quelles sont les variables de performance de l'entreprise, et ça amène, théoriquement du moins, à impliquer les salariés à se positionner par rapport à ces questions. Mais dans les faits, il y a un vrai déficit, et c'est valable autant du côté des directions d'entreprise, des petites directions d'entreprise, et même pas forcément que des salariés, mais il y a un déficit de compréhension, d'information sur ces outils. Et c'est là, mais vous avez raison, que au sein des entreprises, ce sera déjà des entreprises d'un certain niveau, il y a un vrai enjeu
pour les syndicats d'information, d'explication, d'accompagnement. C'est vraiment essentiel parce que dans les travaux qui ont été réalisés, c'est une condition pour que ça fonctionne, l'intéressement, l'épargne salariale, en termes de comportement et en termes de climat social aussi. La participation des syndicats est une condition pour que, notamment dans la négociation, quand les accords sont négociés avec des syndicats, ils ont plus de portée que quand ils n'en ont pas. Et il y a un levier aussi pour les syndicats, faire savoir ce qu'ils font. Faire savoir valoriser ce qu'ils font, parce que ça aussi, les salariés n'en ont pas toujours conscience, notamment sur ces questions techniques d'épargne salariale. Parfois, les salariés ne savent même pas que dans leur entreprise, il y a de l'épargne salariale. Et ça, c'est quand même embêtant, parce que ça n'a aucune chance que ça fonctionne si ça passe inaperçu. Caroline, il y a un autre point, vous disiez que la complexité, c'était un peu un faux argument, quelque part, parce que effectivement les dispositifs se sont simplifiés, et pour autant, il y a un travail d'explication à faire et qui est important. Mais il y a un autre point sur lequel ça serait intéressant de vous entendre, c'est pour vous, c'est aussi un mauvais levier, l'incitation fiscale, l'exonération fiscale qui est liée à tous ces dispositifs, c'est pas suffisant pour convaincre un patron ou patronne de PME, TPE d'y aller. C'est pas suffisant. Oui, alors c'est vrai que notamment la loi Pacte a encore cherché à utiliser l'argument fiscal, on va dire, pour diffuser l'épargne salariale dans les petites structures, avec la suppression du forfait social. Dans les entreprises de moins de 50 salariés pour la participation et dans les entreprises de moins de 250 salariés pour l'intéressement. On comprend bien, et puis c'est quasiment le seul levier des pouvoirs publics, le levier fiscal, mais c'est pas la première fois qu'il est utilisé. Des avantages fiscaux et sociaux, il en existe depuis longtemps sur l'épargne salariale. Et s'agissant du forfait social, il n'existait pas avant 2008. Il a été introduit en 2009 et il a été augmenté en 2012. Et pourtant, avant 2008, il y avait quand même ce constat d'inégalité de la diffusion entre petites et grandes structures. Donc, à la limite, c'est peut-être l'occasion d'en parler, ce forfait social, cette suppression du forfait social, cette incitation fiscale pour les petites structures. Mais à mon avis, ça ne va pas au cœur, ça ne touche pas le cœur du problème et ça ne permet pas réellement, je pense, aux petites structures, aux partenaires sociaux dans les petites structures, de s'approprier réellement la question de l'épargne salariale, le sujet. De toute façon, c'est un complément de rémunération, ça ne se substitue pas au salaire. Ça, c'était excuse-moi Caroline, et Anne, excusez-moi. Il y a une question qui était posée justement, dans quelle mesure de plus en plus, c'était même pas une question, c'était une affirmation, enfin, dans quelle mesure il y avait en fait un principe de substitution. Ça, c'est une question qui est régulièrement posée et qui est aussi, qui est suivie par notamment la DARES et les pouvoirs publics ont en tête ça parce qu'effectivement, ce principe de non-substitution, il est important, il est contrôlé parce que ça peut, si ce principe n'est pas respecté, il peut y avoir redressement et les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation requalifiées en salaire. Donc, c'est vraiment la condition pour bénéficier de ces avantages fiscaux et sociaux, c'est que l'intéressement, la participation ne se substituent pas au salaire. Donc ça, c'est un principe légal, réglementaire en France. La DARES commandite régulièrement des études, notamment auprès des chercheurs, et j'ai mené avec une équipe nancéenne ce type d'études il y a quelques années, pour savoir si, dans les faits, il n'y a quand même pas substitution, et notamment dans la durée, parce que c'est contrôlé dans l'année qui suit, mais après, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'au bout de 4 ans, 5 ans, il n'y a quand même pas un effet de substitution avec un gel des salaires, tandis que l'intéressement se met en place et la participation et l'épargne salariale au sens large. Et donc, on était 4 équipes il y a quelques années à réaliser une étude économétrique, enfin des études économétriques pour voir ce qu'il en était, des économistes, une équipe en sciences de gestion, de chercheurs en sciences de gestion dont je faisais partie. Et globalement, ce qu'on a mis en évidence, c'est que il y a parfois, effectivement, des entreprises, des groupes d'entreprises qui vont avoir une stratégie, et plutôt petites entreprises, d'épargne salariale fondée sur l'intéressement,
donc qui vont utiliser, on va dire, l'intéressement effectivement avec une logique de substitution, et on va l'observer au bout de quelques années. Ça existe. Mais dans la grande majorité, c'est bien un complément de salaire. C'est bien un complément de salaire et il n'y a pas de substitution d'une manière générale. Et je vous parlais des stratégies d'épargne salariale généreuses dans les PME, notamment, dans certaines PME. Là, il est très clair que les entreprises qui ont la politique d'épargne salariale la plus généreuse, avec l'abondement le plus généreux, ce sont des entreprises qui ont aussi les niveaux de salaire les plus élevés. Parce que aussi c'est plus adapté à leur population, hautement qualifiée, cadres qui bénéficient évidemment, enfin qui ont des revenus plus importants, donc des capacités d'épargne plus importantes. Donc c'est un levier en termes de gestion des ressources humaines qui marche bien pour ce type d'entreprise avec ce type de catégories socio-professionnelles principalement représentées. Donc on a plus une logique de complément que de substitution, même si très ponctuellement, la substitution peut exister, mais ce n'est vraiment pas la règle générale. Entendu. Merci. Alors, il y a pas mal de questions et je pense qu'on les gardera pour la chute l'ouverture du débat sur un peu les indicateurs, un peu les billets, comment on peut les contourner. Il y a une question sur la participation, une interrogation sur pourquoi il y a donc les stratégies d'optimisation qui permettent à les entreprises, malgré les bénéfices qu'elles font, de ne pas verser de participation. Il y a moult possibilités de le faire. Et donc, les billets, tout ça, donc on va garder ça en magasin. Et Anne, par contre, avant de passer repasser la parole à Sophie, Anne, quand on préparait, vous parliez d'une approche, dans quelle mesure il y avait la possibilité le côté mimétique, d'un développement mimétique. Ça veut dire quoi, un développement mimétique, et qu'est-ce qu'on peut espérer de ça? Alors, en fait, très rapidement, c'est quand moi, je me suis intéressée il y a déjà quelques années, il y a une quinzaine d'années, à pourquoi… alors, je me posais la question, pourquoi les petites entreprises ne pratiquent pas davantage l'épargne salariale? Et puis, à l'inverse, je me suis dit, mais pourquoi certaines le font quand même, malgré la difficulté ou la complexité apparente? Vous voyez, j'avais renversé un peu mon questionnement pour comprendre. Et en fait, ce que j'avais observé, c'est qu'il y avait parfois des logiques stratégiques, mais pas toujours. Et que dans beaucoup d'entreprises, c'était effectivement des logiques qu'on va qualifier d'institutionnelles, c'est-à-dire des logiques mimétiques, des logiques normatives qui sont beaucoup à l'œuvre dans les petites entreprises parce qu'on est en situation d'incertitude, on ne sait pas très bien comment faire ni quel résultat ça va donner. Donc, on a tel dirigeant qu'on connaît bien qui le fait, alors on se dit peut-être pourquoi pas. Ou alors c'est l'expert comptable qui nous a dit c'est quelque chose qu'il faut faire. On entend dire dans certains cercles ou même parfois autour des débats et des informations et de la publicité qui peut en être faite. On entend dire que c'est une norme de progrès social, que c'est quelque chose que les entreprises doivent mettre en place. Et donc, on a véritablement à l'œuvre, on observe à l'œuvre ce type de logique qui amène certaines entreprises, souvent effectivement sous l'impulsion de la direction, à mettre en place de l'épargne salariale. Donc, pas vraiment des logiques stratégiques. Alors, parfois, on a des choses qui sont un peu inadaptées dans la manière dont c'est mis en place, dont les indicateurs sont choisis, mais sous la pression normative et mimétique. Et quand on travaille sur l'institutionnalisme et les logiques institutionnelles qui amènent la diffusion de certaines pratiques jusqu'à un certain isomorphisme, c'est-à-dire où les entreprises finissent par faire toute la même chose. Il y a une troisième dimension à côté de la logique normative et mimétique, c'est la dimension coercitive. Et là, je reboucle sur le graphique du départ. Ce qui a été quand même le plus efficace en matière de diffusion de l'épargne salariale dans les petites structures, ça a été le passage du seuil légal de participation de 100 salariés à 50. Là, mécaniquement, automatiquement, il y a forcément… alors évidemment, c'est une obligation, donc quelque part, c'est vu comme une entrave à la liberté. Mais pour autant, c'est vrai que c'est sans doute ce qui a le plus fonctionné, plus que l'incitation fiscale. Mais bon, après, voilà. Merci Anne, merci. Sophie, te revoilà.
Te revoilà. Alors, je sais pas si tu as entendu, mais la question c'était sur ce que tu précisais sur le fait que les salariés avaient le défaut de perception des salariés qui pensaient que sur ces dispositifs dont on parle depuis tout à l'heure, les syndicats n'avaient pas leur place, ils faisaient rien en fait, étaient absents, que c'était à la main unilatérale de l'employeur et que ça, ben, il y avait matière à travailler là-dessus pour faire changer les choses. Oui, alors c'est un sujet sur l'ensemble des garanties collectives, hein, que ce soit la prévoyance, la santé, l'épargne salariale, l'épargne retraite. Ce sont des sujets relativement techniques sur lesquels il n'est pas facile d'échanger avec les salariés. Je pense que c'est pas facile pour les employeurs, c'est pas facile non plus pour les représentants des salariés. Et on constate vraiment à quel point les salariés sous-estiment l'effort qui est fait. L'importance que ça a aussi pour eux et ils regardent les lignes sur leur bulletin de salaire et vont voir tout ce qui se déduit entre le brut et le net. Ils vont voir leur relevé d'épargne salariale, mais sans en mesurer, en savourer toute comment dire, l'intelligence du dispositif qu'il peut y avoir derrière. Et je pense que le fait d'introduire des critères ESG peut redonner du grain à moudre et un bon levier pour montrer aux salariés les acteurs qui construisent ces dispositifs. Parce que par le biais de l'ESG, alors il y a évidemment le porte-monnaie direct et il y a aussi la sensibilité ESG qui peut être un vecteur de communication. Mais là, du coup, j'ai envie de poser la question à ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Eh bien, cette question, ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils pensent que, paradoxalement, en ajoutant quelque chose à l'épargne salariale, c'est-à-dire les critères ESG, ça rajoute de la complexité, parce qu'il faut expliquer comment l'épargne investie dans un fonds, le fonds va agir sur le comportement des entreprises, et souvent, il y a une confusion entre les critères extra-financiers dans mon accord d'intéressement et l'impact des critères extra-financiers comme levier pour faire évoluer l'économie. Hein, donc, on peut se dire ça rajoute de la complexité pour discuter avec les salariés, mais en même temps, si ça rajoute du sens, peut-être que ça va leur permettre d'être plus en maîtrise et en conscience de tout ça. Sophie, Joseph, je pense, va nous apporter un niveau de réponse parce que on passe vraiment sur la partie maintenant les entreprises. Hein, et donc, Joseph, donc tu es secrétaire général de Plastaillance, qui est une organisation patronale de la plasturgie, représentative de la plasturgie. Et donc, parmi les adhérents qu'on a préparés, tu m'expliquais que l'intéressement se développait fortement chez vous. Ça représente à peu près tu infirmes, hein, mais 25% de vos adhérents ont mis en place un accord d'intéressement et c'est principalement des PME et des TPE et qui intègrent de plus en plus des indicateurs ESG. Et je te laisse nous préciser un peu ce que vous intégrez dedans et dans quel contexte, parce que par ailleurs, je précise que vous accompagnez parmi vos adhérents beaucoup de démarches d'accords de performance collective. Excusez-moi pour le nouvel acronyme, mais un accord de performance collective, c'est un accord de compétitivité revu et corrigé et qui permet d'engager l'entreprise avec des concessions d'un côté, des contreparties de l'autre, et l'intéressement, ça s'intègre là-dedans. Micro, Joseph. Voilà. Très bien. Effectivement, alors l'accord d'intéressement, il y a un point quand même sur lequel il faut quand même se rappeler à ce point, c'est que c'est quand même l'un des premiers types d'accords qui pouvaient être négociés dans les TPE et les PME sans avoir d'élus, sans avoir de représentants du personnel. C'est-à-dire que on a eu une époque qui n'est pas très loin d'ailleurs, on ne pouvait pas négocier des accords facilement ou quasiment juridiquement dans une TPE s'il n'y avait pas, on va dire, des représentants. Or, l'accord d'intéressement a toujours, et depuis, j'ai presque envie de dire, c'est des accords à l'avant-garde, c'est-à-dire qu'ils ont créé le référendum d'une certaine manière dans les entreprises et qui aujourd'hui maintenant peut se faire maintenant dans les TPE sans élus ou sans représentants. Et donc, il y a effectivement c'est cette histoire-là qu'il faut prendre en compte. Alors, nous, au niveau de la branche plasturgie, il faut savoir qu'il y a eu une tentative de mettre en place un accord de branche, justement, sur l'épargne salariale, que d'ailleurs Plastalliance avait signé.
même si nous sommes plus attachés souvent aux accords d'entreprise, on nous le dit souvent, mais là, en l'occurrence, il y avait un outil, on va dire, pour les entreprises, on va dire pour les mettre le pied à l'étrier pour avancer sur le sujet. Malheureusement, il y a eu une opposition majoritaire, il n'y avait eu qu'un seul syndicat qui avait signé, et donc l'accord est tombé à l'eau. Et donc, nous, on a dû prendre un peu notre bâton de pèlerin et donc aller voir les entreprises et de dire, écoutez, si la branche ne joue pas son rôle ou en tous les cas ne veut pas le jouer ou l'assumer, et ben à ce moment-là, on va venir vous aider, vous accompagner à mettre en place des accords d'intéressement et de leur expliquer les avantages qu'il peut y avoir à mettre en place des accords d'intéressement. Et là aujourd'hui, quand Anne parlait effectivement des avantages fiscaux, c'est pas ça. Je pense que c'est pas ça qui va déclencher effectivement l'intérêt de mettre en place un accord d'intéressement. J'ai envie de dire, s'il y a un avantage fiscal, tant mieux. J'ai envie de dire, hein, c'est bien. Mais c'est pas ça qui va faire. Soit on a un besoin, soit on l'a pas. Je veux dire, c'est comme toute exonération. C'est bien quand c'est là, mais sinon, s'il n'y a pas un besoin, ça ne sert à rien. Et là, en l'occurrence, chez nous, comme tu l'as rappelé, on est depuis également quasiment plus de 3 ans maintenant. On porte effectivement le développement notamment d'accords de performance collective auprès effectivement de nos entreprises et notamment de beaucoup de TPE, PME. Et l'accord d'intéressement devient d'une certaine manière, alors on l'intègre pas dans l'accord de performance collective, c'est un accord à part, mais ça devient également une des contreparties parmi les autres qui est également négociée et discutée au sein des entreprises pour justement faciliter la mise en place de ces APC. Et c'est pour ça qu'on arrive en fin de compte à un pourcentage qui n'est quand même pas négligeable aujourd'hui, d'à peu près un quart, un tiers à peu près de nos entreprises qui sont couvertes par des accords d'intéressement aujourd'hui, et c'est en montée en puissance, on va dire, il y a une montée en puissance qui se fait. Et effectivement, aujourd'hui, les entreprises le voient effectivement comme un levier de négociation. Donc, c'est vraiment, on va dire, comme je le redis toujours aussi pour l'APC, c'est un renouveau de la négociation. C'est-à-dire que ça devient un outil de négociation. Et en l'occurrence, on vient discuter de critères collectifs. On parle des accords de performance collective, c'est du collectif. L'intéressement, c'est également du collectif. Et en l'occurrence, on essaie de trouver un petit peu des critères qui soient un petit peu justement extra-financiers, pas toujours sur le résultat, pas toujours sur des chiffres d'affaires, etc. Et donc récemment, on a des entreprises maintenant qui sont en train de mettre en place justement, et ça pourra intéresser justement peut-être AXA ou d'autres organismes en tous les cas qui s'intéressent justement aux investissements éco-responsables, aux entreprises éco-responsables, c'est qu'on est en train de prendre en compte par exemple, et c'est lié au contexte réglementaire, par exemple la perte des granulés plastiques dans l'environnement. C'est-à-dire que depuis la loi du 10 février 2020, il y a déjà, on va dire, une obligation qui est censée se mettre en place. Il y a un projet de décret aujourd'hui qui est en cours de discussion. Il y a un projet de loi également, encore un nouveau projet de loi sur le sujet. Et donc, pour les entreprises, c'est important parce qu'il y a des obligations de publication qui peuvent être données. Il peut y avoir peut-être des amendes, il peut y avoir, en tous les cas, des contraintes, etc. Et là, en l'occurrence, la perte de granulés, il y a quand même une part qui peut être certes accidentelle, qui ne dépend pas du salarié ou même de l'entreprise. Ça peut arriver, le sac peut arriver percé de chez le fournisseur. Mais parfois, ça peut être aussi le cas, parfois, de mauvaises manipulations en interne. Et donc là, en l'occurrence, pour l'entreprise, il y a un intérêt écologique et économique. C'est-à-dire que de dire, voilà, si à la fin de l'année, on a eu moins de tant de kilos de perte de granulés ou de granulés perdus dans l'environnement, et ben à ce moment-là, ça fera partie d'un des critères, par exemple, qui pourra déclencher la prime d'intéressement. Pour l'entreprise, c'est intéressant parce que c'est la matière première aujourd'hui, c'est quand même, surtout vu le prix que ça coûte aujourd'hui avec la flambée des prix, c'est économique, c'est de l'argent et c'est aussi écologique parce qu'effectivement, on limite la propagation. Donc, on essaye effectivement d'adapter aussi par rapport un peu au contexte dans lequel on est, les dispositifs, en sachant qu'on aura toujours, je le dis clairement, hein, on a quand même très souvent ou toujours, souvent en tous les cas, le critère de l'absentéisme, le critère de l'assiduité en tous les cas, de l'impact qu'il peut y avoir, le critère parfois du nombre d'accidents de travail ou de maladies pro, c'est quelque chose qui est souvent pris en compte également. Hein. Ton micro, Rodolphe, je crois qu'on ne t'entend pas. Ouais. Là, je me permets de répéter ce que je viens de dire. Non, en fait, dans le chat, dans les questions, il était posé le sujet tu en as parlé, l'accidentologie, le taux d'accident du travail, c'est comme un critère extra-financier dans un accord d'intéressement ou l'absentéisme, en disant, voilà, c'est les risques de sous-déclaration, comme Anne aussi, Anne, vous l'avez parfaitement rappelé, les risques de sous-déclaration, vous
vous l'assumez, vous les mettez, hein, Joseph, dans vos accords. Dans quelle mesure pour toi, ce n'est pas un risque de sous-déclaration de mettre, par exemple, le taux d'accident du travail, la réduction de l'accidentologie dans un accord d'intéressement? Alors, il faut savoir quand même que la réduction en termes d'accident de travail ou de maladie pro, c'est un critère qui a été approuvé par la Cour de cassation, qui a dit que c'était justement un des moyens de prévenir justement les risques professionnels au travail. Après, peut-être, il peut y avoir peut-être, je ne vais pas nier que ça n'existe pas, il peut y avoir dans des cas peut-être particuliers des salariés qui peut-être vont se dire si je déclare l'accident de travail, toute l'équipe va perdre peut-être l'intéressement ou des choses comme ça. Mais à notre sens, ça va être très minoritaire et c'est surtout aussi qu'on a quand même souvent maintenant, c'est ce qu'on demande d'ailleurs et c'est ce que les entreprises acceptent, c'est qu'on n'a pas, si un critère, on va dire, n'est pas atteint, c'est rarement, on va dire, on va avoir une annulation de la prime. Ça va impacter le montant, mais on essaye quand même d'avoir plusieurs critères différents qui peuvent impacter l'un, on va dire, différemment, mais il n'y a pas de critère qui est éliminatoire, on va dire. Et donc, de ce point de vue-là, on essaie de jouer sur différents panels pour pas non plus qu'il y ait de la frustration parce que d'un côté, on est quand même pris dans le cadre de quelque chose qu'on propose aux salariés, c'est-à-dire on lui propose comme un avantage en disant voilà, on a de l'intéressement chez nous, vous pouvez placer l'argent, peut-être il y a de l'abondement, peut-être il y a des avantages, etc. Mais de l'autre côté, on doit leur expliquer aussi que l'URSSAF nous rappelle que les critères sont aléatoires, c'est-à-dire il n'y a pas de garantie qu'on va vous donner de l'argent, parce que si on vous le garantit, c'est refiscalisé. Donc il y a un peu ce grand écart, on va dire, qui doit être fait. Et qui doit permettre aux entreprises de mettre en place des critères qui puissent quand même être atteignables, mais d'un autre côté, qui ne puissent pas être non plus tellement prévisibles. Et aujourd'hui, l'absentéisme, c'est quelque chose effectivement de totalement aléatoire, donc on ne peut pas le prévoir. Et il y a un coût quand même aujourd'hui au niveau des entreprises qui est réel, je veux dire en termes de remplacement, en termes de surcharge de travail pour les collègues, en termes d'intérimaires à prendre, d'heures supplémentaires pour les autres, etc., etc. Donc il est normal d'un autre côté que s'il y a moins d'absentéisme, et on voit quand même les effets, il y a quand même un effet de baisse d'absentéisme, mais je ne pense pas que c'est juste lié d'ailleurs que à l'accord d'intéressement. Je précise que c'est souvent collé parfois à un accord de performance collective qui, par exemple, met en place des jours de carence pour les maladies. Donc, on va dire que collé avec l'ensemble de ces éléments, il y a effectivement une baisse forte de l'absentéisme et on n'a pas eu en tous les cas de retour de salariés qui ne déclareraient pas un accident de travail ou une maladie professionnelle, on va dire, de ce point de vue-là. Ce n'est pas son intérêt d'ailleurs financier. Entendu. Et puis bon, quand vous mettez de l'absentéisme comme critère d'intéressement, c'est l'occasion potentiellement de faire de la pédagogie et de l'explication et de faire de l'échange au niveau du collectif sur le sujet, parce que voilà. Joseph, alors vous développez des dispositifs d'intéressement parmi vos adhérents. Pour autant, ce que tu m'expliquais, c'est qu'il y a très peu d'épargne salariale derrière. C'est-à-dire que la sortie se fait en cash. C'est l'attente des salariés qui veulent toucher le fruit de la redistribution en direct, en fait, et ensuite en faire bien ce qu'ils veulent, et en tout cas pas la placer il n'y a pas de proposition de fléchage vers un dispositif d'épargne salariale. Comment t'expliques ça? Alors, le fait que vous franchissiez pas le pont? Alors, je vais juste un petit peu corriger ce point. On a très peu de boîtes, notamment la plupart des PME, TPE, il y a très peu d'abondements. C'est aujourd'hui les abondements parfois très généreux qu'on trouve chez certains de nos adhérents, c'est des grandes entreprises. Donc, c'est des grandes entreprises ou des entreprises qui ont des accords de groupe. Et là, en l'occurrence, il y a des abondements généreux qui sont là. Le dispositif d'épargne salariale existe. Les entreprises, le PE, le PERCO, tout ça, ils le mettent en place. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une tendance. Alors, je vais plutôt parler de la tendance des derniers mois, parce que là, c'est ce qu'on a constaté depuis ces derniers temps. Et je pense que la crise est liée un peu à ça aussi. C'est que là, aujourd'hui, on a peut-être, on va dire, une incertitude pour beaucoup de salariés sur le sort de leur argent et de leur épargne. Et beaucoup, effectivement, souhaitent toucher l'argent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir l'argent aujourd'hui. Parfois, ils demandent à avoir les sous aujourd'hui. Donc, c'est une tendance, je pense, à mon avis, qui peut être temporaire. Mais le dispositif d'épargne est quand même là. Il y a quand même une possibilité de pouvoir épargner. Mais là, en l'occurrence, on sent que depuis quelques temps, en tous les cas depuis la crise, en tous les cas, les salariés souhaitent avoir du cash immédiatement, en fait. Ouais. Entendu. Merci Joseph. Caroline, là-dessus, Joseph en parlait, donc l'abondement. Dans quelle mesure il y a potentiellement, pour un employeur, quand il va mettre en place de l'abondement,
il perçoit le risque de pas maîtriser, de se faire dépasser si, par exemple, tous les salariés se mettent à mettre toute leur épargne en optimisant les propositions d'abondement, ça peut lui coûter cher et il maîtrise pas ça. C'est quoi la réalité de l'abondement et des taux ensuite d'épargne des salariés pour en profiter par rapport à la vision globale que vous avez là-dessus, Caroline, et les différents dispositifs d'abondement que tu peux voir? Alors peut-être deux choses pour rebondir sur ce qu'a dit Joseph. Donc là, j'ai regardé les chiffres effectivement de la DARES. Il y a 57% des primes de participation et d'intéressement donc, qui sont versées dans les plans d'épargne. Donc ça veut dire, à contrario, que 43% sont bien touchés par les salariés. Donc ça, c'est une réalité globale. Après, on voit qu'effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui mettent en place de l'abondement. Et là-dessus, peut-être Anne aussi pourra commenter. Il y a différentes stratégies, en fait. Nous, ce qu'on a vu, et ce qui est la grande majorité des plans qu'on observe, c'est que souvent, l'abondement est proportionnel aux sommes investies, en fait, épargnées. Mais on a aussi des clients qui ont choisi de faire des abondements forfaitaires en fait pour inciter plutôt du coup les petits salaires à épargner. On a aussi parfois des différences entre l'abondement sur le PE qui est donc à horizon plus court, à 5 ans, et sur le PERCO. Et donc des abondements qui sont parfois seulement si le salarié épargne sur le PERCO, par exemple. Donc, les montants moyens sont de l'ordre de 700 € sur les PE et puis 550 € sur le PERCO. Alors, évidemment, il y a un sujet de maîtrise du budget. Bon, clairement, au vu de ce qu'on a constaté aussi sur le fait que les salariés n'investissaient pas leur épargne salariale dans les plans d'épargne, ce sera la même chose pour l'abondement en fait. Il y aura aussi beaucoup de salariés qui n'iront pas chercher l'abondement parce qu'ils vont toucher directement leur prime en fait. Entendu. Merci Caroline. Frédéric Jusqu'au, donc tu es donc négociataire FO dans la branche des télécoms. Tu es donc militant chez FOCom. Alors vous, ton témoignage va être intéressant parce qu'il va illustrer une réalité, une réalité implacable. Donc en 2007, tu n'étais pas là. Donc en 2007, la branche a négocié un accord innovant qui prévoyait un régime de participation pour les moins de 50 de votre branche, donc dérogatoire, et avec appel d'offres derrière auprès d'un acteur bancaire, d'un banque assureur, la gestion des fonds. Raconte-nous ce qu'il en est en 2000, au moment où on se parle. Alors effectivement, chez FO, on a négocié au niveau de la branche des télécommunications, cet accord, c'était en 2007. C'était un accord, une négociation qui était un peu avant-gardiste, en tout cas c'était novateur. Il fallait mettre en place l'épargne salariale et nous, au niveau de la branche, on s'est toujours préoccupé des TPE-PME. Et on a décidé à ce moment-là de leur faciliter le travail en leur préparant un accord où ils n'avaient plus qu'à se greffer et adhérer, comme tu le dis, à un banque assureur. Et ça leur permettait de mettre en place un dispositif donc de PE, un plan épargne et plan épargne retraite, un PERCO également. Eh bien, cet accord a été en fait un accord d'estime, c'est-à-dire que aucune TPE ne s'en est saisie, bien malheureusement. On avait mis en place tout le dispositif était vraiment au complet, y compris un comité de suivi pour border cet accord et voir son évolution. Et ce comité de suivi ne s'est jamais réuni puisque voilà, aucune TPE ne s'est saisie de cet accord. Alors pourtant, dans les télécoms, on a quand même 537 TPE enregistrées encore aujourd'hui.
avec dans les 10-50, il y a également 200 entreprises, donc ça fait quand même un beau volume d'entreprises et de salariés. Ce qu'il faut peut-être donner comme explication, c'est que dans ces TPE, on a souvent affaire à des petites boutiques, hein. Ce sont les boutiques que l'on voit dans les galeries marchandes où il y a 1, 2, 3 salariés. Et puis, ce sont des boutiques qui ouvrent, qui ferment, hein. Des fois, elles ont du mal à vivre elles-mêmes. Et je pense que je rejoins un petit peu ce qu'a dit tout à l'heure Anne Stévenot, c'est que effectivement, on va peut-être plutôt voir des plans d'épargne là où on a des entreprises, la mise en place sera plus facilitée, où il y aura des salariés avec de la haute qualification. Et oui, effectivement, dans les petites TPE, dans les télécoms, les petites boutiques, les salaires et les qualifications sont souvent basses. Est-ce que c'est une explication, en tout cas, pour que la mise en place du dispositif n'ait pas pris? C'est une question ouverte. Voilà. Alors moi, je te relance là-dessus. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a une volonté consciente pour les employeurs de ne pas fidéliser, ne pas chercher à fidéliser, on joue sur le turnover et ça le fait bien comme ça et on continue comme ça et c'est un mode de gestion intrinsèque dans ce secteur-là. Est-ce que c'est ça la réalité? Oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'emplois précaires, hein. Voilà, donc emploi précaire, turnover, tout ça, c'est assez lié, effectivement, hein. C'est aussi, ça peut être une explication. On n'a pas, n'ayant pu fonctionner, on n'a pas de retour, voilà. Mais sur sur la réalité des entreprises au sein de la branche des télécommunications, oui, c'est vrai que il y a cette précarité dans ces petits emplois, dans ces petits vendeurs boutiques. C'est une réalité, oui. Alors Frédéric, il y a une petite question qui chatouille un peu, c'est dans quelle mesure cet accord que vous avez, alors tu n'étais pas là, mais que vous avez négocié en 2007, il illustre quelque part une déconnexion, enfin, qu'est-ce qui fait que les acteurs négociateurs d'une branche n'aient pas perçu, en fait, n'aient pas pu voir, alors c'est facile de le dire maintenant, hein, mais n'aient pas pu percevoir que ça allait pas accrocher, que l'offre ne répondait absolument pas à l'attente de ces employeurs de boutiques. C'est pas ce qu'ils attendaient. Enfin, il n'y a pas une forme de une illustration de la déconnexion là? Alors oui et non, c'est-à-dire nous, on a toujours mis le focus sur l'aide des TPE-PME dans tous nos accords. C'est un leitmotiv puisqu'on l'a encore aujourd'hui. C'est vraiment notre focus dans tous les accords que l'on négocie. Et puis, c'était quelque part, à l'époque, la branche était vraiment très novatrice. Dès qu'il y avait des nouveaux sujets, on les prenait à bras le corps, on les négociait, et pour nous, c'était la volonté d'aller plus loin. On avait juste l'obligation de négocier. On a décidé d'aller beaucoup plus loin, puisqu'il est clair que négocier l'épargne salariale dans les 4 grands groupes télécoms aujourd'hui, il y a longtemps qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont déjà installé leur zone de confort, chacun différemment de l'autre, mais toutes les autres entreprises, les TPE, PME, eux, sans IRP, sans représentation du personnel, avaient besoin d'aide. Et donc, on s'est dit, on a voulu aller plus loin et travailler pour eux. Voilà, c'était novateur, c'était avant-gardiste, mais peut-être un peu déconnecté de la réalité. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus d'explications, hein. Ouais, toujours est-il, actuellement, il y a une organisation syndicale de la branche qui a reproposé de mettre sur la table la négociation d'un accord socle intéressement-participation. Dans quelle mesure, maintenant, comme tu me le précisais, que dans chaque négociation de branche, vous devez intégrer par défaut la partie TPE, adresser le besoin des TPE. Dans quelle mesure, vous, en tant que FO, vous êtes un peu dubitatif sur cette approche, dans quelle mesure ça pourrait être un nouveau galop d'essai pour mettre les TPE dans la boucle? Effectivement, le bilan ne va pas nous aider à retravailler le sujet concernant les TPE-PME, c'est clair. Et comment aujourd'hui pouvoir harmoniser un tel accord avec des grands groupes qui ont déjà installé leur propre dispositif, c'est impossible. L'harmonisation n'est pas envisageable. Donc pour nous, c'est un sujet qui reste compliqué. On sera
on sera peut-être sur des grandes lignes, mais on ne pourra pas borner, installer des limites ou vraiment flécher précisément. C'est pas possible. Ça ne nous paraît pas possible en tout cas. Entendu. Merci Frédéric. Moi, j'en profite pour vous. Merci. J'en profite pour vous rapporter un rebond par rapport à les propos de Frédéric, parce que dans la branche des agents généraux d'assurance, sachez qu'il y a une négociation qui est mise sur la table pour faire en sorte que les agents généraux d'assurance, donc au niveau de la branche, négocier un accord, un dispositif, pas cette fois de participation comme vous l'avez fait dans les télécoms, dérogatoire, mais un modèle d'accord d'intéressement pour les agents généraux, d'accord, qui intègre des indicateurs extra-financiers. C'est en cours de négociation, la négociation est lancée là, mais l'idée, avec l'idée en toile de fond, bien sûr, c'est que les agents puissent donc, qui sont des TPE en grande majorité, puissent appréhender la question de l'intéressement et potentiellement, ça aurait du sens aussi dans leur démarche également potentiellement commerciale auprès des clients. Là, la valeur de l'exemple aurait tout son sens et à voir dans quelle mesure, fort de l'exemple que vous avez, vous, dans la branche des télécoms, ça embrayera du côté des agents, dans quelle mesure les agents mettront en place des accords d'intéressement, etc. Est-ce que cette courroie de transmission sera adressée Caroline, Sophie, vous avez, là-dessus, un petit rebond, ça vous inspire quoi, cette capacité au-delà de la branche des agents généraux dont je viens de parler, mais cette capacité à passer la démultiplier avec les branches pour, au niveau des TPE? Excusez-moi. C'est un point sur lequel le FIR, donc le Fonds l'investissement responsable, va lancer une campagne parce que a été identifié le manque de familiarité de ces réseaux de distribution avec les outils de l'épargne salariale. Donc la campagne devrait sortir là dans ces prochaines semaines. C'est un vrai sujet. Entendu. Moi, je vous propose, il nous reste 10 minutes, peut-être un petit tour de table on a échangé, vous avez échangé pendant 1h20 que vous échangez, que vous partagez un peu des regards, de votre un peu ce que ça vous a inspiré respectivement. Donc, Philippe, on commence avec vous. Très bien. Juste, malheureusement, je n'entends plus ni ne vois plus Sophie depuis un quart d'heure. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Non, c'est les mystères des connexions. Non, mais je pense qu'on est tous assez d'accord sur la difficulté de mettre en place des accords d'intéressement de participation à certains niveaux. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Et puis, je me suis rendu compte en prenant cette mission et en expliquant autour de moi ce à quoi ça consistait, qu'à partir du moment où on explique aussi que cette épargne, elle peut être investie de manière responsable et que ça peut participer à une société plus juste, c'est un excellent levier. Parce que là, tout d'un coup, les gens qui considèrent l'épargne salariale comme quelque chose de très abstrait, et si on leur rappelle que c'est leur argent déjà, et puis ensuite que ça peut participer à une société un peu plus juste, y compris à la transformation écologique à laquelle nous devons faire face, je pense que là, les oreilles s'ouvrent et on peut avancer. Je suis d'un naturel optimiste et je pense que ça peut fonctionner. Entendu pour ce message optimiste. Frédéric ? Oui, alors les échanges pour moi ont été très intéressants parce qu'il y a effectivement cette dimension environnementale dont tout le monde a discuté et qui revêt un caractère vraiment très important pour nous dans les télécoms. Il y a eu beaucoup de relais dans les médias. C'est un sujet que l'on n'ignore pas et je pense qu'il faut effectivement se l'accaparer encore plus. C'est devenu incontournable aujourd'hui. Donc, beaucoup de choses ont été dites et très, très intéressantes. Merci Frédéric. Joseph ? Alors, moi, je pense qu'effectivement, que ce soit les organisations syndicales de salariés ou patronales, on a un rôle à jouer justement pour pouvoir développer, on va dire, le dispositif d'intéressement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une pédagogie à faire de la part des OS, d'aller voir les salariés, de leur expliquer les intérêts et tout ce qui a été dit, et également au niveau des OP, parce que
honnêtement, nous, on le voit, si on explique aux chefs d'entreprise les possibilités, les formalités, qu'on lui montre qu'il y a eu des exemples d'entreprises, même des TPE, qui ont pu mettre en place des accords d'intéressement et dans lequel ça se passe très, très bien, sans pour autant, on va dire que les finances de l'entreprise soient mises en péril dès lors qu'on met des critères qui sont raisonnables. On voit aussi qu'effectivement, il peut y avoir des impacts positifs sur la société. Les entreprises mettent en place de l'intéressement. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une histoire de pédagogie. Et ce que disait Frédéric, c'est ça, c'est que si on peut faire un accord national et de dire, voilà, débrouillez-vous avec, mais il faut quelqu'un pour le déployer, il faut quelqu'un pour assister, il faut quelqu'un pour accompagner. Et ça, je pense, c'est le rôle des organisations syndicales, salariées et patronales, d'intervenir auprès de leurs adhérents et des non-adhérents d'ailleurs, pour justement aider à développer ce type de dispositif, quoi. Merci Joseph. Anne? Oui, eh ben, je retiens de tous ces échanges effectivement très, très, très riches qu'il y a un vrai enjeu d'appropriation autour de l'épargne salariale et de maîtrise pour toutes les parties, je dirais, de maîtrise de l'entreprise, de maîtrise de l'investissement, de maîtrise de la finance même, parce que on voit bien qu'au final, un enjeu, c'est l'investissement socialement responsable. Derrière l'épargne salariale, c'est une finance durable avec des circuits courts d'investissement. On n'a pas parlé d'actionnariat salarié, mais bon, ça en fait aussi partie. Et donc, il y a un vrai enjeu d'appropriation pour toutes les parties. Il y a une sensibilisation à avoir de ce point de vue. Et je trouve qu'elle apparaît dans les chiffres, hein, par exemple, sur l'évolution ces dernières années des fonds, par exemple, ISR, dans le cadre de l'épargne salariale, c'est une croissance de 15%. Sur les fonds solidaires, c'est 22%. Donc, il y a quand même des tendances qui s'engagent. Et j'ai envie de dire, enfin, oui, je pense que les acteurs en soi, quoi, enfin, que les acteurs en soi, que les salariés en soi, que les syndicats en soi, que les directions en soi, que les petites entreprises en soi. Et juste pour terminer, une petite référence au fondateur, à celui qui a été le pionnier de l'épargne salariale, du partage des profits, alors pas seulement en France, mais dans le monde, et qui a fait figure pour ça d'innovateur social, de modèle d'innovation sociale, c'est Jean Leclerc. Et Jean Leclerc, c'était 1842, donc vous voyez, on est bien avant l'institutionnalisation sous De Gaulle avec les ordonnances de 59 et 67. 1842, Jean Leclerc, c'était un petit patron autodidacte d'une entreprise de peinture, 60 salariés, qui, pour la première fois, s'est dit, je vais partager les profits pour deux raisons, fidéliser ses salariés et puis aussi compenser la pénibilité du travail parce que les peintures étaient au plomb, il connaissait bien la dangerosité. Et voilà, c'était son idée. Et ça a été le premier au monde qui a inspiré les expériences américaines quelques dizaines d'années plus tard, avec Procter & Gamble à la fin du 19e siècle. Et d'ailleurs, ça lui a valu sa plaque à l'entrée d'un district d'Edwardsville aux États-Unis, où vous avez son nom, Jean Leclerc, donc pionnier, innovateur social. Voilà. Donc, il n'a pas de plaque en France, par contre. Eh ben, je ne sais pas, je ne crois pas, j'ai pas cherché. Merci de lui rendre cet hommage et merci pour le rappel historique. Mot de conclusion, synthèse à toi, Caroline et Sophie. Merci à vous cinq pour vos interventions. Et voilà, Caroline, Sophie. Moi, je rebondis sur ce qu'a dit Anne et j'étais vraiment sur le même terme qui est l'appropriation. En fait, effectivement, dès qu'on parle d'épargne, on voit bien qu'il y a eu une inégalité, j'allais dire, de culture sur le sujet. Et ça renforce encore plus, je pense, notre rôle dans la pédagogie et envers tous les acteurs, finalement, pour expliquer ce que c'est. Et surtout, et je crois que c'est Philippe qui en a parlé, qu'ils arrivent à refaire le lien entre leur argent, leur épargne et l'économie réelle. Je veux dire, ce n'est pas abstrait, c'est concret. On finance des entreprises qui sont les entreprises qu'ils côtoient au quotidien. Voilà, donc toujours arriver à refaire le lien entre la finance et l'économie réelle. Merci Caroline. Sophie? Oui, peut-être juste ça, la finance comme un pouvoir d'action, mais du coup, entre les mains de qui et pourquoi? Ouais, voilà.
Très belle ouverture, conclusion, Sophie. Donc, merci à vos interventions. Merci à AXA d'avoir porté cette rencontre. Compte rendu à suivre rapidement sur Miroir Social avec les replays. Enfin, pour les participants, vous avez le replay en automatique. Merci à votre participation dans la salle, pour vos questions, pour vos rebonds. Et écoutez, à bientôt. Et je vous ai mis le lien. Demain, on fait un direct sur les TPE. Donc, on est logique TPE et sur l'approche branche, dans quelle mesure les branches elles sont capables d'adresser les besoins des TPE, et c'est le sujet de demain. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à vous inscrire. Bonne journée à vous, et donc compte rendu à suivre. À bientôt et merci à vous. À bientôt. Au revoir.